Congo. Mais s'ils estiment, ou s'il est avéré que non, ce sont des personnes qui ont agi mutu proprio contre cette Kikuni, il a tout le droit possible de saisir les instances judiciaires de la Belgique contre ces personnes-là. Je pense qu'au moment du procès, c'est au juge de pouvoir, au vu de l'enquête, au vu de l'instruction, déterminer la responsabilité des uns. Mais ils sont facilement identifiables. Ils sont facilement identifiables, oui. Mais le problème, c'est qu'on aura plus de précisions après enquête, après instruction, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut déterminer les champs de responsabilité. Peut-être que vous avez vu que 2 personnes, mais peut-être qu'ils étaient au nombre de 30, 20, et on ne sait pas les rôles joués par X, Y, Z par rapport à cette agression-là. Vous voyez, c'est ça l'incliment jusqu'au bout du bout. Exactement, ça c'est l'incliment d'intolérance, c'est un environnement hostile à la démocratie, parce qu'à un moment on s'est dit aujourd'hui que la République démocratique du Congo devient un territoire à la recherche d'un État. Parce que quand on est un État, on respecte les lois. Pourquoi ce compatriote a-t-il pris la poudre d'escampette pour se retrouver à Bruxelles? De quoi se reproche-t-il? Question directe à cette Kikuni. Ouais. De quoi se reproche-t-il? Ça, c'est une autre question, je pense. On a pris tout d'un coup que finalement, il a pris le large et il se retrouve à Bruxelles. Maintenant, s'il advient qu'il a été agressé, la Belgique sera un état de droit qui mène des enquêtes, qui mette la main sur ses agresseurs, qu'ils soient jugés, s'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés, s'ils ne sont pas coupables, qu'ils soient libérés. C'est aussi simple que ça. Mais la démocratie, c'est la force des arguments. Ce ne sont pas les arguments de la force. Je pense que nous devons rester sur cet héritage. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Le Congo, d'abord et avant tout. Il est important que
ce pays qui nous a vu naître, ce pays qui, aujourd'hui, malheureusement, à la croisée des chemins, retrouve le chemin vers la gloire. Et ceci ne pourrait que passer par la synergie ou la fédération de toutes les intelligences et qu'elles soient mises véritablement à contribution pour qu'on arrive à sortir de l'auberge. Car, dit-on, c'est du choc d'idées que jaillit la lumière. Si l'on y passe outre, on sera malheureusement appelé à suffoquer ou à vivre l'irréparable, ce que nous ne souhaitons pas. Et en tant que républicains, les fils et filles du pays s'inscrivent dans cette vision, dans cette idée de pouvoir discuter. Et bienvenue, mesdames et messieurs, sur Politicon. Vous faites bien de nous choisir. Ici, nous montrons les trajectoires, nous levons les options pour que les décideurs alentour puissent comprendre toute la nécessité de bien agir au profit de la République démocratique du Congo avec Karia Péril en la démère, justement. On parlera de beaucoup de choses avec les intervenants en plateau avec moi, notamment la situation qui sévit dans le territoire de Kwamouth. Oui, il est important d'avoir un regard critique sur cette situation. On est beaucoup plus enclin à la situation de l'Est du pays avec les derniers développements, dont le retrait de la S23 de la ville d'Ouvira. Mis à part le Zavé de Paul Kagame, on y reviendra avec beaucoup plus de détails. Et qu'est-ce que cela signifie avec les intervenants? On va essayer de confronter les idées pour trouver la meilleure conclusion qui soit. Et la situation dans le territoire de Kwamouth, il y a une mission gouvernementale qui a été dépêchée à la tête de laquelle on se trouve le vice-ministre de la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Ntamboué. Il reste optimiste, il croit dur comme fer que cette situation, elle va appartenir très bientôt au passé, car les miliciens Mobondo se sont accordés à l'idée de déposer les armes et se rendre au FARDC. On parle donc de la reddition de miliciens Mobondo vers la fin des Mobondo par la traque ou par la médiation. On verra comment ça va se passer, tout en rappelant qu'en avril 2024, l'arbitrage devant le chef de l'État avait échoué. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? C'est la question. Et puis, le dialogue qui est annoncé au mois de février, quels sont le préalable? Est-ce que tous les ingrédients sont-ils réunis pour aller vers ces énièmes dialogues et où ça va se tenir? Quels sont les termes de référence? Qui sont ou qui seront les participants? Voilà toutes ces questions et d'autres déjà qui seront développées au cours de ce numéro avec des intervenants qui sont avec moi. Je reçois Héritier Koto, qui est porte-parole du parti politique Congo Positif qui prône les camps de l'anti-dialogue. Soyez les bienvenus, vous savez, c'est un plaisir et un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Gédéon. Meilleurs vœux à l'ensemble de vos téléspectateurs. C'est une première en 2026. Pour cette année, c'est une première. Meilleurs vœux à l'ensemble de vos téléspectateurs, disséminés sur toute l'étendue de la République. Le plaisir est aussi partagé de vous retrouver après le premier rendez-vous de 2025. Après plusieurs reports, il faut insister. Après plusieurs reports, enfin nous y sommes. Voilà. Enfin nous y sommes. Merci pour l'invitation. Et nous sommes au service de la République. Nous sommes cette jeunesse qui suit celle de 60. Les Lumumba, les Kasavubu et autres. C'était de père, d'indépendance, mais en même temps de repère. Et donc nous sommes sur cette lancée-là, de défendre la République à voix audible. Est-ce que cette génération à laquelle vous appartenez inspire-t-elle aujourd'hui? Oui, elle inspire. La génération Lumumba, la génération des années 70-70 a inspiré le monde, a inspiré le compatriote, le contemporain. Est-ce que celle d'aujourd'hui, elle inspire vraiment? Oui, il ne faut pas tout de suite stigmatiser cette jeunesse, la jeunesse actuelle qui évolue dans un environnement qui est le sien.
Mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des jeunes qui sortent la tête de l'eau, il y a toujours des valeurs à noter, il y a toujours de bonnes choses à positiver. Donc, il ne faut pas tout de suite mettre tout le monde dans le lot du mal. Et puis, voilà. Il y en a qui ils sortent la tête du lot, qui excellent dans le bien. Il y en a qui défendent la République. Et voilà. Et parmi toute la génération de jeunes qu'on a vu défiler les unes après les autres, laquelle, d'après vous, a beaucoup plus raté les coches? Elle a raté les coches. Oui, mais là, il va falloir une émission spéciale autour de ça. Mais le plus important, c'est que... Ou vous refusez de tomber sous le feu de critiques. Le plus important, c'est que nous avons de repères. Et comme je l'ai dit, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu et tous ces gens-là, les pères de l'indépendance, ils sont pour nous une source d'inspiration, ils sont pour nous des pères, mais aussi des repères. Qu'en reste-t-il de l'idéologie de Lumumba et de toutes ces figures de proue de la classe politique congolaise qui ont inspiré leurs contemporains? C'est à chacun de tirer son épingle du jeu. C'est à chacun de voir dans quelle mesure il peut être sur les traces de Patrice Lumumba. Parce que la politique, avant tout, c'est un sacerdoce. On ne force personne. C'est chacun qui embrasse ses sacerdoces et qui accepte de porter sa croix. Voilà. Et tout le monde aujourd'hui qui se lance dans le champ politique, est-il appelé à la même mission? Non, chacun a sa mission. C'est un sacerdoce pour chacun de nous. Donc, on ne peut pas avoir le même itinéraire, on ne peut pas avoir le même cheminement, on ne peut pas avoir la même vision. Non, chacun a sa vision, chacun a sa manière Merci beaucoup, cher héritier Koto. Je préfère par moment aborder des questions philosophiques, puisque là, au moins plus de temps que lorsqu'on prend des sujets de politique politicienne. On a aussi l'immense plaisir de retrouver pour la deuxième fois, pour 2026, Maître Enoch Manoka. Vous êtes à la tête de votre propre mouvement. Vous faites partie de cette génération qui inspire. Oui, peut-être ça dépend du camp où on se trouve. Mais je voudrais avoir votre réflexion quand même sur l'intolérance politique qui bat son plein, qui ne cesse de monter depuis une certaine période. Le week-end dernier, on a assisté à l'agression physique dont étaient victimes Seth Kikouni et Claudel Loubaya. Quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce point-là? Est-ce l'intolérance politique est un indicateur pour dire que la démocratie ne se porte pas bien? Voilà, merci de la question, M. Gédéon. Merci surtout pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. Je salue également les co-débatteurs avec qui nous partageons le plateau. C'est un immense plaisir de parler République parce que nous n'avons que cette grande nation comme État. Alors, s'agissant de votre question, il faut comprendre d'abord que la République démocratique du Congo n'est pas régie sur pied des intentions des individus, non plus sur pied des passions politiques de certains acteurs politiques. La République démocratique du Congo est régie en tant qu'État par deux principes de textes qui régissent les actions politiques de nos acteurs. Et parmi les valeurs démocratiques consacrées dans nos lois, il y a la liberté d'expression. Mais fort malheureusement, dans notre État, nous constatons la création d'un environnement hostile à la démocratie. On pense que les actes antidémocratiques peuvent dissuader la trahison de certains acteurs politiques du pays. Trahir le pays est une chose, mais faire respecter la loi en est une autre. Violer la loi est une chose, mais arrêter également en est une autre. Mais malheureusement, les acteurs politiques actuels de notre pays pensent, j'estime par rapport aux actes politiques actuels, que faire respecter la loi passe par la violation de la loi. C'est comme ça que vous vous rendrez compte que les différentes arrestations opérées actuellement se font en violation de la loi. Et on ne parvient pas à accepter la voie contraire. Par exemple, le chef de l'État, pour diriger, a besoin de la contradiction. Parce que c'est du choc d'idées qui jaillit la lumière. Mais actuellement, lorsque vous avez une position contraire à celle du chef de l'État, on vous qualifie de Congolais de mauvaise qualité. Alors que je rappelle à l'intention de tout le monde que l'IDPS est la première formation politique dans l'histoire du Congo à avoir eu une lutte aussi élargie en ce qui concerne la liberté d'expression, en ce qui concerne la liberté démocratique. Mais fort malheureusement, dans sa gestion, on sent que l'UDPS s'écarte sensiblement de valeurs prônées par elle lorsqu'il était à l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, il
Est-ce qu'il faut-il prendre tout ce à quoi on assiste aujourd'hui comme des cas isolés, par exemple? Non, mais les cas isolés comment? Dès lors qu'on sent une certaine récurrence des mêmes actes, de mêmes mécanismes par rapport aux voix de certains acteurs politiques qui ne sont pas dans les sillages des acteurs politiques. Et comment le pouvoir peut-il emporter la responsabilité? Le pouvoir emporte la responsabilité quand? Parce que lorsque le pouvoir, un parti politique accède à l'accession d'un pouvoir, il y a ce qu'on appelle la philosophie politique et les systèmes politiques qu'il ramène. Parce que chaque parti politique apporte un projet, lequel projet incarne sa philosophie de gestion de l'État. Mais fort malheureusement, vous vous rendrez compte que le chef de l'État vous dira au départ de son mandat que dès que je serai élu, je vais me battre pour que tous les prisons, toutes les maisons d'arrêt clandestines puissent être fermées. Mais fort malheureusement, avec son avènement, il y a plusieurs créations de maisons d'arrêt. C'est comme s'il y a une certaine contradiction entre le vœu voulu par lui et les actes posés par ses siens. Entre les combats qu'il avait menés lorsqu'il était opposant et ce qu'il pose comme action aujourd'hui. Parce qu'il a dit, d'ailleurs dans son adresse, il a dit que je combattrai tous les Congolais qui vont s'inscrire contre la sûreté de l'État. Ça, c'est bien. Peu importe tout ce qu'ils disent, droits de l'homme et tout ce qui va avec. Non, ça, c'est pas correct. Le contexte aujourd'hui, nous savons tous que le pays traverse des ondes de turbulence. Oui. Est-ce qu'à un certain moment, lorsqu'on a besoin d'avoir une souveraineté affirmée et assumée, passer outre certains tests, suspendre ce que disent certains tests pour faire entendre l'autorité de l'État et sévir tout ce qui met à dure épreuve la souveraineté territoriale de notre pays? Monsieur Gédéon, nous sommes un État. Les lois qui nous régissent portent en elles les valeurs sacro-saintes que nous avons voulues. Parce que les lois sont votées par nos représentants en tant que population. Ce qui fait qu'on ne peut pas justifier la violation des lois par les contextes politiques. Parce que on dit souvent que les droits tiennent la politique en État. On sait que l'action politique tend toujours à l'arbitraire. Il faut qu'il y ait des lois qui organisent l'exercice d'une action politique. Maintenant, lorsque les gens veulent justifier la violation de la loi par les contextes politiques, on doit l'arbitrer. Parce que c'est en instituant la loi qu'on a voulu qu'on puisse arbitrer. Parce qu'aujourd'hui, le contexte politique, ça varie au gré. Le contexte sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, le même contexte sécuritaire ne nous permet pas, par exemple, d'avoir des élections d'ici fin 2028. La loi fondamentale exige des élections chaque 5 ans. Est-ce que le contexte politique de l'époque de Kabila permettait à la classe politique de l'opposition de l'époque d'aller faire une réunion qui tendrait à déstabiliser Kinshasa? Je pense qu'on doit avoir l'essence de l'histoire. On ne peut pas aujourd'hui justifier les violations intempestives de la loi en donnant comme blanc-seing le contexte politique. Non, parce que les droits a précédé l'action politique. Les droits a établi les mécanismes par lesquels un politique doit poser ses actions. Alors, le politique ne peut que justifier son action sur le pied de la loi. Parce que le chef de l'État est là par l'entremise d'une loi qui a institué les élections. Alors, le chef de l'État a également des attributions propres à lui. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, voilà, parce qu'on veut faire respecter la sûreté de l'État, donc violons la loi. Je prends le cas du CNC pour finir. Le CNC est régi par une ordonnance du chef de l'État qui, à l'article 2, fixe les attributions du CNC en termes de missions qu'il poursuit. Mais fort malheureusement, lorsque vous lisez cette ordonnance... D'aucuns présentent aujourd'hui comme une police politique à en croire. Bon, je ne peux pas entrer, je ne peux pas entrer dans cette logique-là parce que je suis de ceux qui pensent que la création de services au sein d'un État peuvent concourir à garder la sécurité. Je trouve que c'est bon. Mais le problème, c'est que l'action d'un service est fonction des attributions lui reconnues par les textes qui régissent notre pays. Lorsque vous prenez l'ordonnance qui fixe les attributions du CNC, vous vous rendez compte que les missions qui lui sont reconnues ne lui permettent pas, une personne, deux, de l'auditionner, d'être dans une quelconque maison. Vous voyez? Parce qu'on a cité pratiquement ils doivent conseiller les chefs de l'État en matière de cybersécurité, conseiller les chefs de l'État en matière de cyberdéfense. Il y a plusieurs attributions. Alors, si on veut étendre les champs de l'action du CNC, nous sommes ceux qui pensent qu'on peut doter le CNC d'un nouvel arsenal répressif, un nouvel arsenal légal qui pourra lui donner des attributions pour qu'il puisse agir dans les sièges de ces attributions-là. Au lieu que le CNC agisse au-delà des missions qui lui sont dévolues. Parce que, M. Gédéon, il faut comprendre une chose, c'est que les actions que nous posons aujourd'hui auront des répercussions dans les générations à venir, mais également dans le futur politique du pays. Parce que souvent, il est une jurisprudence. Au Congo, on justifie les mal par un mal passé.
ceux qui gèrent le pays aujourd'hui justifient la mégestion par l'ancienne mégestion. Ce qui fait que, voilà, ça n'a aucun sens. Ce qui fait que, si aujourd'hui on cristallise ce genre d'action, rassurez-vous que demain, ceux qui vont gérer le pays vont tirer ça comme leçon pour justifier les violations de lois qui vont intervenir à cette époque-là. Donc, il est encore plus que temps qu'on puisse recadrer nos actions politiques. Parce que nous autres, nous sommes contre ceux qui flirtent avec l'ennemi, nous sommes contre ceux qui flirtent contre l'État, mais nous sommes également contre ceux qui violent la loi, faire respecter la loi. Ça, c'est pas une loi. Merci beaucoup, Maître Enoch Manoka. C'est important d'insister et surtout de le rappeler. Sans tolérance dans le champ politique, la démocratie devient une coquille vide. Il en a plus l'apparence, mais elle perd. Je disais, elle en a l'apparence, mais elle n'en a plus la substance. Et avant d'aller loin, je me permets de prendre cet extrait du chef de l'État pour créer les liens avec ce que disait tout à l'heure Maître Enoch Manoka sur le propos du chef de l'État. Autrefois, il se disait d'aller loin pour faire entendre l'autorité de l'État. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate je suis, démocrate je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir. Voilà, de retour sur ce plateau, je disais qu'il est important de veiller à ce qui peut l'être. La tolérance dans le champ politique est cruciale, sinon la démocratie devient une coquille vide. Il en a l'apparence, mais il n'en a plus la substance. Ce propos n'est-il pas la preuve qu'aujourd'hui, nous avons atteint ou touché le point de basculement d'une démocratie saine vers une démocratie rongée par l'intolérance politique? Merci pour la question, M. Gédéon. Je voudrais rappeler que le président de la République a reçu mandat du peuple congolais de le protéger, de le sécuriser et de concourir à son épanouissement. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il parle. Et puis, nous sommes dans quel contexte? Nous sommes un pays agressé. Le Congo est un pays agressé à l'heure actuelle. C'est prouvé, c'est documenté, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Agressé par qui? Par le Rwanda. C'est clair. On ne peut pas mâcher les mots pour dire que l'agresseur du Congo s'appelle le Rwanda. Quel acte qui le démontre? Mais la présence de troupes rwandaises au Congo, c'est quoi? Ça s'appelle un casus belli. Je parle de l'acte en droit international. La présence de troupes d'un État étranger sur le sol d'un autre État. Là, c'est dans le fait. Ça s'appelle un casus belli. C'est un acte d'agression. C'est aussi simple que ça. Dans le fait, je suis d'accord avec vous. Alors, mais au-delà de fait, quel est l'acte que nous avons pu produire qui atteste réellement que le Rwanda nous agresse aujourd'hui? Vous auriez souhaité qu'on produise quel acte pour attester que le Rwanda nous agresse? Il y a un acte. Et le phare d'essai, je sais, vous faites allusion à la déclaration de guerre, n'est-ce pas? Non, la résolution 27. Il faut formaliser cette déclaration de guerre devant les deux chambres du Parlement. Moi, je dis ceci. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte particulier. Le Congo fait face à une agression étrangère. À partir de ces moments, il se constate malheureusement que des compatriotes sont en connivence, en collusion avec l'ennemi. Et si le pouvoir public saisit de cette situation, mettent la main sur ces gens-là, il n'y a pas de quoi s'alarmer. S'il vous plaît, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, personne ne peut dire que nous vivons la Gestapo de triste mémoire sous Adolf Hitler. Non. Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est pas la Gestapo. Il y en a beaucoup qui dénoncent cet état des choses. Il n'y a pas la police politique, il n'y a pas la Gestapo d'Adolf Hitler. Non. Ceux sur qui on met la main sont sûrement ceux sur qui pèsent certains soupçons. Mais si après audition on estime qu'ils sont lavés de tout soupçon, on va le libérer. C'est aussi simple que ça. Le Congo, c'est ce pays qui a connu la tragédie. Le Congo, c'est ce pays sur le sol duquel
2 armées étrangères. Mais tout doit se faire dans les normes. S'il vous plaît. On ne doit pas assister à les régions de normes ou encore vivre ce que d'aucuns conviendrait d'appeler la fragilisation de l'état de droit. Monsieur Gédéon, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'arbitraire. Non. Je ne fais pas ou je ne ferai pas l'apologie de l'arbitraire. Je suis républicain. Mais j'ai rappelé simplement le contexte grave dans lequel nous nous retrouvons, ou sinon gravissime. Le Congo, c'est ce pays qui a connu plus de 6 millions de morts. Lisez l'ouvrage de Charles Onana, l'Holocauste au Congo. Le Congo, c'est ce pays où nous avons vécu une guerre sans merci entre 2 États étrangers. En l'occurrence, le Rwanda et l'Ouganda à Kisangani. Le Congo, c'est ce pays qui a connu ce que les polémologues ont appelé en 1997 la première guerre mondiale africaine. Du fait du nombre de belligérants. On a eu 9 pays étrangers dans ce pays qui se sont fait une guerre sans merci. Tous ces éléments mis ensemble doivent mettre les Congolais devant leurs responsabilités. Nous, vous savez, en Europe, on ne blague pas avec 2 choses. On ne blague pas avec la sécurité. On ne blague pas avec l'argent du trésor public. Voyez-vous? Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre, au nom des théories démocratiques héritées de la Grèce antique, de la Rome antique, tenter de justifier même des compatriotes qui seraient, je parle bien du conditionnel, qui seraient soupçonnés d'être en collision avec l'ennemi. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout se fasse dans le respect des règles de l'art. C'est aussi simple que ça. Mais la situation, la sensibilité de la situation commande à ce que la vigilance du peuple congolais soit tous azimuts. Merci beaucoup. Vous avez rappelé que nous sommes un pays en état de guerre, agressé aujourd'hui. Mais comment expliquer ce paradoxe au moment où notre pays s'est fait agresser? Le million de dollars continue à être détourné ou ne profite qu'à un groupe d'individus, une caste qui s'est bien installée dans notre pays. Au moment où notre pays s'est fait agresser, on ne sent pas plus d'intelligence, de réflexion pour produire des actes qui prouvent à suffisance que le Rwanda nous agresse. Tout ce que je vis, c'est peut-être les accords qu'on a pu signer avec le Rwanda, pourtant accusé d'agresser. Est-ce que tout ceci, ce n'est pas en contradiction avec les réalités des terrains qui sont certes, avec lesquels je suis d'accord, mais peut-être dans la procédure, on y passe outre. On va ouvrir les débats. Ce n'était qu'un commentaire. On parle de la problématique sécuritaire dans le territoire de Kwamouth. Il y a une mission, une équipe gouvernementale qui a été dépêchée à la tête. On a le vice-ministre Eliezer Ntambwe qui a jugé plutôt optimiste ce processus, et quelques miliciens Mobondo se sont même montrés favorables à l'idée de déposer les armes et se rendre au FARDC. Lecture globale de cette situation. Est-ce que vous pensez que ce processus de réduction de miliciens Mobondo va-t-il réussir? À la place, qu'auriez-vous souhaité? En finir avec l'insécurité dans le territoire de Kwamouth par la force ou par la médiation? Merci pour la question, M. Gédéon. Je pense que le vrai problème est d'abord ici à Kinshasa. Parce que vous avez suivi le porte-parole des FARDC, qui a renseigné le fait que la majeure partie de ceux qui soutiennent ces milices de Mobondo font partie de l'entourage du chef de l'État. Je pense qu'il était plus qu'étant d'abord que l'on commence par traquer ceux qui soutiennent le milice Mobondo. Parce que tant qu'on n'aura pas décelé les vrais acteurs qui sont derrière cette insécurité-là... C'est un conflit instrumentalisé. Exactement. On n'aura pas une solution à long terme. On peut aujourd'hui avoir des miliciens qui vont intégrer l'armée et que par après, lorsqu'on aura cessé... Parce qu'avec le Congo, le problème, c'est que lorsque vous posez une action politique aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Donc on risque d'oublier que non, il y avait des milices là-bas et après, il y aura une certaine résurgence. Donc il faut d'abord qu'on nous montre aujourd'hui. Autant qu'on nous dit clairement qu'il y a des compatriotes qui flirtent avec les ennemis à l'est du pays, on doit également arrêter les compatriotes qui font partie de l'entourage du chef de l'État, selon le porte-parole du FARDC, qui flirtent avec le milicien Mobondo. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas établi une responsabilité. Il n'y a pas de procès ouvert. Alors qu'il y avait une dénonciation. Pas de n'importe quelle personnalité.
du porte-parole de FARDC, qui est mieux placé aujourd'hui pour nous dire qui est cet acteur politique autour du chef de l'État qui flirte avec les miliciens Mobondo, qui est cet acteur politique du pouvoir qui flirte avec les miliciens Mobondo. Mais autrefois, on a accusé Kabila d'en tirer les ficelles. Mais aujourd'hui, mais c'est ça, ce sont là les vraies questions. Bemba nous a renseigné ici que ce phénomène Mobondo était une affaire de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement nous apporte une autre donnée. Il y a de quoi se questionner aujourd'hui de mettre à M. Bemba, par exemple. Vous avez dit que c'est Kabila. Pourquoi l'avez-vous dit? Quelles sont les preuves que vous détenez qui renseignent que Kabila serait derrière le phénomène Mobondo? Vous, le porte-parole de FARDC, qui avez renseigné également qu'il y a des acteurs politiques autour du chef de l'État qui flirtent avec ces gens-là. Quelles sont vos données? Et quand il arrivait au porte-parole qui avait dénoncé on nous a appris qu'il a été rappelé cet état de choses, il avait pris son courage, réuni ce courage pour dire ce que d'aucuns disaient. Voilà, aujourd'hui, on a appris qu'il a été rappelé ici à Kinshasa, on ne sait pas ce qui s'en est suivi. Donc, évitons un peu, moi je suis contre ces phénomènes-là de miliciens Mobondo qui entraînent plusieurs morts. Mais le problème, c'est que je ne veux pas qu'on constate cette hypocrisie politique dans le traitement de certains dossiers. Vous voyez un peu? Lorsqu'un opposant flirte avec l'ennemi, je suis républicain, donc je veux qu'il soit arrêté. Mais autant que lorsqu'on fait une dénonciation par rapport aux collaborateurs du chef de l'État, qui seraient, entre guillemets, en connivence avec les miliciens Mobondo, il faut qu'il y ait soit un démenti, en prouvant que ce qui a été dit n'est pas forcément vrai, soit qu'il y ait des actions judiciaires contre ces personnalités-là, et pour qu'on établisse des responsabilités. Apparemment, ça ne semble émouvoir personne. Voilà, aujourd'hui, on n'en parle pas. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui discute, par exemple, autour de l'accord signé à Washington, on vous dira que non, cet individu flirte avec l'ennemi. C'est comme si l'insécurité à Kwamount est autant moindre que l'insécurité à l'est du pays. Alors que Kwamount, c'est à quelques kilomètres de Kinshasa ici. Non, petite menace soit-elle, il faut prendre ça au sérieux. Exactement, ce qui peut entraîner des conséquences néfastes à tout moment. Donc je veux, au-delà de cette mission du ministre Eliezer Tamboué, qu'il s'en suive des actions judiciaires concrètes pour établir des responsabilités quant aux acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité ou pas, mais qui sont derrière ces miliciens-là. Quelle est la différence qu'il y a entre celui qui flirte avec les Rwandais pour venir nous créer l'insécurité ici et un collaborateur du chef de l'État qui prend des compatriotes de la province du Bandundu pour qu'ils viennent insécuriser un territoire du pays? Et les conséquences directes de cette insécurité dans les territoires de Kwamount sont lesquelles? Vous vous êtes posé cette question. Oui. Je m'avais prendre le témoignage de Eliezer Tamboué qui pense que cette situation est à la base du blocage de plusieurs projets du gouvernement congolais dans ce territoire précis, l'insécurité, et aujourd'hui à la base de plusieurs projets que le gouvernement a bien lancés dans cette contrée touchée par le phénomène Mobondo. Oui, exactement. Une raison de plus pour être plus rigoureux dans le traitement de ces dossiers. Parce que je crois que le co-débatteur l'a renseigné qu'en Europe, on ne blague pas avec l'argent et la sécurité. Mais ici au Congo, on trie les insécurités que nous pouvons traiter avec rigueur. Lorsqu'il est question, par exemple, du phénomène Koulouna, on les traite avec une certaine négligence. Alors que ces Koulouna-là nous insécurisent autant que les compatriotes de l'Est et les envahisseurs de notre pays. Les miliciens Mobondo également nous insécurisent autant que ceux du l'Est. Un Congolais qui décède ici à Kinshasa n'est pas moins valeureux que 10 Congolais qui décèdent à l'Est. Autant qu'un Congolais qui décède à l'Est n'est pas moins valeureux qu'un Quinois qui décède des suites de la blessure d'un Koulouna, par exemple. Donc il faut que lorsqu'on veut traiter les questions de l'insécurité, qu'il y ait des politiques publiques sérieuses. Le problème ici, c'est qu'à un moment, on sent une certaine légèreté. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Est-ce qu'on veut cacher les vrais responsables? Est-ce qu'on veut dédouaner certaines personnalités du pays? Ce sont là les questions qu'on se pose. Moi, je veux qu'il y ait rigueur. Comment on devrait s'y prendre pour mieux traiter ce genre de questions? Je pense... Devons-nous commencer par comprendre d'abord le cause ou les raisons à la base de ce phénomène? Je prends d'abord le premier angle. Vous pensez que la République démocratique du Congo, du haut de sa toute-puissance et de l'armée congolaise, doit commencer à négocier avec des petits miliciens comme le Mobondo? Du haut de notre puissance, du haut de l'investissement, on parle aujourd'hui de 5 milliards de dollars investis pour l'armée. On parle aujourd'hui d'une armée qui monte en puissance, bien qu'à un moment on avait dit que c'était des clochards parce qu'ils étaient maltraités à l'époque de Kabila. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à notre niveau, au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité que nous avons ici à Kinshasa, qui ont à peine une information avec précision sur les actions des opposants avec les Rwandais,
Vous voyez un peu? Je crois que comme on a cette facilité-là d'accéder, par exemple, aux informations pour certaines personnalités du pays qui, en réalité, en étant à ce niveau-là, peuvent avoir plusieurs mécanismes pour ne pas avoir l'accessibilité, on pouvait facilement traquer ces miliciens-là de Mobondo. Si on ne veut pas aujourd'hui parler avec, par exemple, le Nang, pourquoi on doit parler avec les miliciens Mobondo? Parce qu'eux également tuent nos compatriotes. Ils insécurisent. Ils insécurisent également le pays. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on puisse ramener cette dignité-là du Congo, requinquer l'armée congolaise. Il y a des insécurités-là qu'il faut traiter. Donc vous voulez dire que par la puissance. L'État doit sévir au lieu de chercher je pense que l'État à trouver une solution par compromis. Je pense qu'à notre niveau, il y a des données auxquelles on n'a pas accès, je dois l'avouer. Mais je pensais à mon humble avis qu'on pouvait par la puissance démanteler ces miliciens-là, de 1. Et de 2, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait de procès. Ça, c'est une exigence que moi, j'évoque. J'aimerais que les porte-paroles de FARDC soient appelés à la barre. Peut-être pour nous renseigner les noms des acteurs politiques qui sont autour du chef de l'État et qui sont derrière le phénomène Mobondo. C'est ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité touche également à la sensibilité de nos compatriotes. Les compatriotes a parlé de l'argent. Mais est-ce qu'il y a la même sensibilité pour l'argent? Ceux qui détournent l'argent ici dans ce pays, on les traite des pères de famille. Lorsqu'il y a une action judiciaire ouverte contre une personnalité publique, on vous dit non, c'est un père de famille. Lorsqu'il y a rétrocommission, on vous dit qu'il est dans la pratique congolaise qu'il y ait des rétrocommissions. Donc à un moment, je pense que c'est comme si on trie des dossiers à traiter avec sévérité. La justice doit être égale pour tous les compatriotes. Lorsqu'un opposant viole la loi, on doit l'arrêter. Je suis d'accord. Lorsqu'un collaborateur du chef de l'État, peu importe son rang, viole la loi, il faut également l'arrêter. Parce que nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Aucun citoyen, peu importe son rang, ne peut justifier la violation de la loi parce qu'il appartient à un parti politique. Non. On ne veut pas d'une justice des poids, des mesures. S'il y aura procès, on va applaudir. Merci beaucoup, Éric Koto. On veut bien comprendre avec vous cette situation que vivent nos compatriotes dans le territoire de Kwamout et même les tireurs de ficelles, oui, ceux-là à qui cette situation profite. Qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, on ne va pas passer à côté de l'essentiel et qu'on va réussir par ce processus à obtenir la reddition de miliciens Mobondo en rappelant qu'en avril 2024, l'arbitrage du chef de l'État n'avait pas pu produire des effets escomptés avec le même milicien Mobondo. Qu'est-ce qu'on nous rassure cette fois-ci que ça pourrait l'être? Oui, à l'origine, il faut dire que ce phénomène a été présenté comme étant un conflit foncier entre deux peuples, en l'occurrence les Yaka et les Teki. Mais c'est quand même surprenant avec le développement qu'on a connu, qui s'en est suivi. On a vu ce mouvement avoir pratiquement de métastases. Hein? C'est métastasé. C'est métastasé en faisant des incursions, notamment à Kinshasa. Alors que c'était au départ un conflit foncier entre deux peuples, comme je l'ai dit, localisé quelque part. Donc la menace est devenue du coup sérieuse. Maintenant, c'est surprenant de voir que le mouvement s'est métastasé, il fait des incursions, responsable de plusieurs crimes. De là, on peut se poser des questions. Y a-t-il une main noire? Y a-t-il une manipulation politicienne? Y a-t-il donc autant de questions pour comprendre le développement et même la capacité de nuisance de cette milice qui devient une milice organisée, responsable de beaucoup de crimes. Alors, maintenant, quelle peut être la thérapie? Moi, je pense qu'il faut une thérapie holistique. Il faut étudier la question dans tous ses aspects et proposer une thérapie sur base du diagnostic qui aura été posé. Si c'est vrai que c'est un conflit foncier au départ, bon, on peut organiser des barzas communautaires, ce qu'on appelle des barzas communautaires. La palabre africaine et tout ça, les notables de deux villages, de deux peuples, pour essayer de leur faire comprendre que la géographie nous impose parfois de cohabiter, de vivre ensemble. Voilà quoi. Donc, pour moi, l'État doit aller avec à la fois la carotte et le bâton. La carotte, c'est pour réconcilier les deux peuples, pour faire enterrer la hache de guerre. Mais s'il advient que le mouvement persiste, alors il faut le bâton. Ma question, c'est de savoir, qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, ça pourrait bien aboutir à la reddition de miliciens Mobondo, alors que l'arbitrage du chef de l'État, en avril 2024, si je suis fidèle à ma mémoire, avait échoué. Ce qu'il faut faire, c'est
de comprendre pourquoi hier la tentative n'a pas marché, de corriger et d'expérimenter une nouvelle tentative. Eliezer Tamboué pourrait réussir là où l'habitat du chef avait il faut pas manqué de produire des effets. Je pense qu'il ne faut pas en faire une question polémique. Le chef a échoué, non, c'est juste une question. Eliezer a réussi. Ce n'est pas de cette manière-là. Le plus important pour ce peuple, c'est de vivre dans la quiétude, c'est de vivre dans la paix. C'est ça le plus important. Parce qu'il est important aussi de nous interroger sur le profil de ceux-là qu'on envoie dans des missions qu'on pourrait qualifier d'impossibles. Oui, mais jusque-là, il est encore en pleine mission. Non? Attendons les résultats et voyons la suite. C'est l'histoire qui va répondre si oui ou non il a réussi ou il a échoué. Maintenant, ça sera un jugement hâtif. Allez, voilà. Merci beaucoup, Héritier Koto. Vous êtes porte-parole du mouvement du Parti politique Congo Positif. Quand de l'anti-dialogue, on va changer des registres pour parler de la situation sécuritaire cette fois-là dans l'est du pays avec les aveux de Paul Kagame qui a affirmé Urbi et Orbi qu'il collaborait avec la M23 pour mettre à genoux le pays de Patrice Emery Lumumba et les institutions démocratiquement établies. Maître Enoch Manoka, quel est votre regard critique sur ce propos de Paul Kagame? Paul Kagame vit-il comment cette situation? Le retrait de la FC23 de Uvira, de pression diplomatique qui tombe ça et là. Est-ce que vit-il un moment d'isolement diplomatique? Voilà, merci de la question. Je pense que les propos de M. Paul Kagame ne peuvent étonner que les personnes qui ne sont pas assez informées sur les ramifications de la crise sécuritaire au niveau de la sous-région du Grand Lac. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut, si on consultait l'histoire, vous rappellerez qu'à l'époque de la guerre froide, les États-Unis d'Amérique avaient une stratégie de créer des pivots de certains États auxquels on n'avait pas forcément besoin qu'on ait un démocrate, mais un dictateur qui peut faire face au bloc soviétique. Parce qu'il y avait le bloc occidental, par l'entremise des Américains, il y avait également le bloc soviétique. Mais que par après, lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, qu'il y a eu la fin de la guerre froide, la tactique politique et géopolitique des Américains ont changé. Il ne fallait pas forcément qu'on ait un dictateur, mais il fallait chasser les anciens dirigeants qui ont flirté avec les Américains pour en faire d'autres. Profitons de l'occasion, on nous a créé ces fameux génocides rwandais, parce qu'on ne considère pas les génocides congolais aujourd'hui, alors qu'au Congo, il y a un génocide. Je pourrais y revenir à un moment. La faute à qui? Exactement. Parce que le génocide relève de considérations beaucoup plus politiques, mais surtout juridiques. Exactement. Est-ce qu'il y a l'acte aujourd'hui juridique je vais y revenir. Prouve on a connu un cas de génocide? Exactement, au Congo, il y a un génocide. Alors, avec l'évolution de la géopolitique, la guerre que mène Kagame en République démocratique du Congo n'est pas totalement et seulement une guerre économique. C'est également une guerre d'expansion des velléités expansionnistes du Rwanda qui cherchent des zones de vie ou d'occupation. Parce qu'à un moment, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que le Rwanda reconnaisse officiellement soutenir un groupe armé qui vient infiltrer la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une première fois. La première fois, c'était quand? Je vous rappelle, à l'époque de l'FDLR, ils avaient reconnu qu'ils soutenaient le FDLR pour démanteler la dictature de Mobutu. Ce n'est pas une première fois. Ça a toujours été dans leur ADN de prendre des Congolais de mauvaise qualité, comme on le dit souvent, de les mettre au-dessus d'un groupe rebelle pour venir infiltrer la République démocratique du Congo et de démanteler les institutions qui ont été placées datant. Je crois que ça ne peut pas étonner les gens qui ont l'œil un peu bien observateur. Je vous rappelle le cas de M. Kunda Batouare. Kunda a été ici en République démocratique du Congo au CNDP. On l'a vu à un moment revenir au Rwanda, gradé dans l'armée rwandaise. Donc le Rwanda a toujours soutenu des groupes rebelles qui... Donc le fait de soutenir des groupes de rebelles, de leur donner de moyens et munitions, fait passer le Rwanda pour l'agresseur automatiquement. Ça a toujours été le cas. Je prends maintenant une autre lecture. Ça, c'était le principe qu'il fallait poser. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de s'agiter autour du fait que non, le Rwanda s'est démasqué. Non.
Le Rwanda. On dit c'est grâce à la diplomatie agissante, la communication de points remarquables du gouvernement congolais qui a réussi à débusquer une fois de plus Paul Kagame de sa cachette. Voilà la contradiction géopolitique qui tourne autour de la situation de notre pays. La résolution 2773 pose le base. Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Il apporte un soutien matériel et un soutien personnel. Principe. Vous venez à Washington, on signe l'accord. L'accord vous dit le Rwanda implémente des mesures défensives contre les attaques des FDLR. Ce qui fait que... On a lavé le Rwanda, exactement. On a reconnu sa participation. Voilà cette cacophonie. Ce qui fait que le Rwanda vous demande de démanteler les FDLR et qu'en contrepartie, au lieu qu'on lui dise de retirer les soutiens qu'il a au sein du groupe rebelle, on lui dit plutôt, lui lève les mesures défensives. C'est ce que l'accord dit. Lorsque vous venez après l'accord, le Rwanda dit que je soutiens l'AFC M23. C'est quoi? C'est un défi. Parce que là, dans l'accord, vous avez pris autre engagement. Et après, lui vient et vous dit que non, moi, je reconnais mon soutien à l'AFC M23. C'est comme défier l'accord. Maintenant, aujourd'hui, posons-nous la question. Quels sont les mécanismes contraignants qui garantissent l'exécution des obligations implémentées dans l'accord dans le chef des deux parties? Aucune mesure. Parce qu'ici, cet accord, ce que Kagame dit aujourd'hui, nous prouve à suffisance que demain, il y a encore une autre clause de l'accord qui sera violée. Mais il ne s'en suivra pas une sanction. Qui est encore à la phase embryonnaire. Il faut que Doha aussi produise ses effets pour voir à quoi cela va aboutir. Regardez encore une cacophonie. Vous avez un groupe rebelle où dans la résolution 2773, on vous dit les Rwandais apportent un soutien matériel, un soutien personnel. Ce qui fait qu'il y a des Rwandais dans l'armée. Également, certains Congolais qui sont là, dans cette armée, dans ces groupes rebelles-là. Mais lorsqu'on parle de l'intégration des forces armées, on évoque la République démocratique du Congo. Prenez le chapitre 2 de l'accord. Alors que nous avons un groupe rebelle où il y a des Rwandais et des Congolais. Il y a la procédure de PDDRS où la République démocratique du Congo va analyser cas par cas les rebelles qu'il faut intégrer. Mais pourquoi on ne dit pas clairement que il faut également que ces Rwandais-là qui nous agacent rentrent chez eux, intègrent leur armée. Donc, à un moment, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, si on crie que c'est la diplomatie qui a fait dévoiler Kagame, donc on ne comprend pas la situation. Kagame est en train de nous défier. Parce que j'aurais peut-être compris qu'il y a une diplomatie agissante si s'en suivait des sanctions concrètes. Vous avez le droit international. Vous pensez que c'était trop demandé à la RDC? Non, on n'a pas été clair avec notre accord signé. Ça aurait été clair de dire que voilà, en cas de violation des lignes des clauses de cet accord, voilà ce qui va s'en suivre. On vous dit dans l'accord, non, en cas de violation, vous partez en amiable. Faute de quoi, vous partez dans le comité de surveillance. Or, vous savez que le respect de chaque contrat signé entre le parti résulte de garanties contraignantes qui peuvent contraindre une partie à ne pas violer l'accord. Maintenant, aujourd'hui, posons-nous la question. Si Kagame viole ou si les Rwandais violent cet accord, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y aura des mesures qui vont contraindre Kagame à vouloir faire respecter l'accord? On vous dit non. Washington viendra contraindre Kagame. Non, lisons l'accord. L'accord, c'est la loi de parti. Qu'est-ce que l'accord dit? L'accord vous dit non. Il y a un comité de surveillance qui viendra faire ce qu'on appelle la conciliation de partis. Donc, il n'y a pas de contraintes. Washington n'est pas partie prenante à cet accord. Donc, quand Kagame disait que si cet accord échouait, la responsabilité sera la nôtre, il savait de quoi il parlait. Exactement. Je pense que tout ce que Kagame fait aujourd'hui doit nous interpeller sur notre responsabilité par rapport aux engagements pris par nous. Parce que là, il ne fait que parler. Peut-être que demain, il y aura d'autres actions qu'il va poser qui seront contraires aux engagements que nous avons pris entre les deux parties prenantes. Et donc, pour que Kagame dise que non, moi aujourd'hui, je vous rappelle à un moment qu'il y a le ministre des Affaires étrangères qui a dit qu'il y a certaines parties du territoire rwandais qui du territoire congolais qui reviennent au Rwanda. C'est récent. Yuri Museveni a dit qu'il y a certaines parties de nos provinces qui reviennent à l'Ouganda. Donc vous allez vous rendre compte que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle chose, ce n'est pas la diplomatie qui l'a fait. C'est les motivations profondes du Rwanda. Chercher des terrains de vie. Et je pense que pour les vrais chercheurs sur cette question de la crise sécuritaire, ils savent que les Rwandais cherchent des pans entiers des territoires de la République démocratique du Congo. Et que donc, les engagements que nous prenons doivent refléter nos vœux. Si on veut mettre fin à la guerre, il faut que ce qu'on signe avec l'ennemi puisse refléter cela. Mais les accords par nous signés,
ne nous permettent pas aujourd'hui d'établir clairement la responsabilité du Rwanda sur cette agression. À la place, que devrions-nous faire pour, par exemple, mettre fin aux velléités hégémoniques, même expansionnistes du boucher de Kigali? Monsieur Gédéon, je pense qu'il faut partir d'une chose, d'un constat. Le Rwanda applique la théorie de Talkenfike, négocier et combattre. Ce qui fait que l'accord pour le Rwanda ne représente rien sur sa stratégie géopolitique, pour ceux qui savent comment le Rwanda fonctionne. Un accord n'a jamais mis le Rwanda dans une posture de cesser de mener une guerre. Non. C'est les garanties qu'ils auront qui leur permettront de cesser. Alors, nous également, on doit avoir cette posture-là, que signer l'accord avec le Rwanda n'est pas une garantie diplomatique pour commencer à dire que non, on a mis fin à la guerre. Non. C'est un moyen qui n'interdit non plus l'application d'autres moyens, à l'occurrence la guerre. C'est ça la logique qu'on doit avoir. Maintenant, le mal avec nous, c'est que quand on a signé cet accord, on s'est dit non, on a mis fin à la guerre. Le chef de l'État a mis fin à une guerre par un simple stylo. Alors qu'après la signature, on a vu Ouvira tomber. C'est comme si tout ce qui s'est passé les années passées ici, on ne parvient pas à comprendre la situation. Kagame est arrivé au pouvoir pour moi. Il signe l'accord avec Abiyarimana, on bombarde l'avion d'Abiyarimana. Yoweri Museveni signe l'accord avec Obote, il tue Obote. Laurent Désiré Kabila signe avec Mobutu Tenika 1, 2. Ça ne l'a pas empêché d'arriver ici. Alors, cessons d'être hypocrites et de croire que le Rwanda est de bonne foi. L'accord de Washington ne nous permettra pas de régler cette crise. Merci. Signons l'accord, oui, mais faisons ce qu'on appelle requinquons l'armée. Dotons l'armée des moyens qui puissent permettre à cette dernière de mener la guerre et faisons la guerre. C'est comme ça que nous pourrons imposer un dictat. Mais tant que nous résolvons dans une logique, non, les chefs de l'État gagné la guerre par la diplomatie, rassurez-vous que ça ne sera que de lettres mortes. Merci beaucoup. Héritier Koto, les aveux de Kagame, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et dans le contexte actuel, et en suivant l'intervention magistrale de Maître Enoch Manoka, à quoi nous sert encore l'accord de Washington aujourd'hui? Oui, merci M. Gédéon. Je crois l'avoir dit lors de mon premier passage sur votre plateau. Je vous avais rappelé un vieux principe latin, si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ouais. Et donc nous, au Front Anti-Dialogue, nous étions pour une solution radicale. Parce que la sagesse populaire nous enseigne qu'au grand mot, des grands remèdes. Et pour nous, le grand remède face à tout ce qui se passe, c'est de préparer la guerre. C'est d'affûter nos armes, de défendre la République, de défendre l'intangibilité de frontières héritées de la colonisation. Qu'à cela ne tienne. Que peut-on retenir des déclarations ou des aveux ou du repenti tardif de Paul Kagame? Première chose, les masques tombent. Deuxième chose, Paul Kagame disqualifie le M23 aux yeux du monde entier. Il affirme urbi et orbi que le M23, c'est le cheval de Troie du Rwanda pour attaquer le Congo. C'est ce que ça veut dire. Troisième chose, les dénégations du Rwanda entretenues pendant des années sont tombées. Le narratif rwandais s'est effondré aujourd'hui. Même si mon co-débatteur ne veut pas le reconnaître, tout ceci, c'est grâce à la diplomatie du président Tshisekedi. Il faut le reconnaître. Reconnaître de cette manière ne fait pas de lui militant de l'UDPS, non. Et quand le président de la République gouverne, il n'est pas de l'UDPS, il est président de la République, il est au-dessus de la mêlée. Lui reconnaître un mérite évident ne fait pas de lui son partisan ou son acolyte. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre que le mensonge a une date d'expiration. Et le mensonge rwandais vient de connaître sa date d'expiration. Mais seulement c'est un repenti tardif. Il dit que ce n'est pas pour la première fois que le masque tombe. Comme je l'ai dit. Oui, mais depuis tout ce temps, le Rwanda a bâti sa stratégie sur la mythomanie, sur les dénégations. Il n'a jamais reconnu. Mais c'est une reconnaissance, j'allais dire, à minima. Ce que Kagame aurait pu dire, et qui serait beaucoup plus solennel, c'était de dire que le M23, en fait, je suis le géniteur du M23. Il ne peut pas dire que non, nous avons de liens. Non, c'est lui le géniteur du M23. C'est lui qui nourrit le M23. C'est lui qui fournit du matériel militaire au M23. C'est lui qui fournit de l'intelligence au M23. À l'Union Sacrée, vous avez présenté le maître à penser, le parrain même de de la M23, Kabila. C'est plus lui.
S'il vous plaît, ne mélangeons pas les pinceaux. Qu'est fait quand le chef de l'État sortant a fait un discours de 12 points? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans son discours? Il a dit devant le monde que le M23 incarnait les aspirations légitimes du peuple congolais. Qui est le maître à penser? Qui est le parrain de l'AFC M23? Je dis, le géniteur du M23, c'est Paul Kagame. Et Kabila? Mais dedans, il y a 2 acteurs congolais qui font partie de ce mouvement. Alors, il faut le loger dans ces acteurs-là, c'est tout. Mais vous contredisez même le chef de l'État dont vous fendez les actions sur ce plateau. Qu'est-ce que le chef de l'État avait présenté Kabila comme le maître à penser de l'AFC M23. L'AFC M23, c'est lui. S'il vous plaît. C'est différent de ce que vous dites S'il vous plaît. Vous savez, il est interdit, en relations internationales, il est interdit aux États de servir de base arrière à des mouvements insurrectionnels pour déstabiliser d'autres États. Le fait pour le Rwanda de servir de base arrière, c'est déjà une connivence avec ce mouvement, entre guillemets. Maintenant, s'il y a parmi les Congolais ceux qui font partie de ce M23, mais ils doivent être reconnus à leur juste titre. Mais leur présence n'efface pas la capacité de nuisance du Rwanda ou n'efface pas l'initiative du Rwanda. C'est ce que nous disons. Le Rwanda ne pouvait pas dire qu'il a de lien avec le M23. Non, il aurait pu dire « c'est moi qui ai créé le M23 ». Mais pourquoi? Mais l'histoire est têtue, M. Gédéon. RCD, CNDP, M23, ainsi de suite, et bis repetita. C'est le même cycle, c'est la même musique, c'est la même chanson. Et à Kinshasa, on s'en réjouit. Qu'est-ce que l'on gagne? On gagne véritablement par les aveux de Paul Kagame. Ce n'est pas une première encore. Les aveux de Paul Kagame, comme je l'ai dit, disqualifient le M23 comme étant un problème congolo-congolais. Qu'est-ce qu'on gagne véritablement? Je dis ceci. Ça disqualifie sur le plan moral. Sur le plan même moral, c'est quelque chose, c'est une victoire. Ça disqualifie la présence, entre guillemets, des Congolais. Entre-temps, le chef de l'État est favorable à un dialogue avec ces gens-là. S'il vous plaît, on va en venir, s'il vous plaît. Parce qu'il suffit que le cordon ombilical soit coupé avec le Rwanda, le M23 n'existait plus. Le M23 en tant que tel n'a pas de substance, n'a pas de contenu. Wow. Tout ce discours tendant à refonder l'État congolais, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de contenu. Le maître à penser l'a dit, urbi et orbi, que nous avons de liens sécuritaires avec le M23. Mais comment un État peut-il avoir de liens sécuritaires avec un mouvement insurrectionnel qui déstabilise un autre État? À quoi alors nous sert l'accord de Washington et à quoi nous servirait, une fois de plus, le processus de Doha? Vous savez, mon opinion est claire là-dessus. Lors de mon premier passage, j'avais donné mon point de vue. Pour nous, nous estimions à l'époque qu'il fallait partir du quis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Aujourd'hui, si vous lisez même l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui institue expressis verbis le droit naturel de légitime défense individuelle et collective. Le réflexe premier d'un peuple attaqué, c'est quoi? C'est de se défendre. Le réflexe premier d'un peuple qu'on attaque, c'est de se défendre. Nous sommes partisans de cette logique radicale, de ce remède radical, parce qu'on se dit, au grand mot, des grands remèdes. Maintenant, si nous pouvons avoir, comment je vais dire, des instruments juridiques, des instruments diplomatiques qui nous permettent, dans une certaine mesure, de recouvrer la paix, il n'y a pas de mal en cela. On ne peut pas jeter des anathèmes sur le pouvoir parce qu'il a pris une initiative diplomatique. Non. Parce que le chef de l'État avait dit à l'époque, lors de son discours, que toutes les options étaient sur la table. En même temps que nous nous battons sur le terrain des opérations, en même temps, on négocie avec le Rwanda. Et il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas du tout de contradiction. Entre la Russie et l'Ukraine, ils se battent, non? Mais en même temps, il y a les pourparlers. Pour mettre fin à la guerre, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas du tout de contradiction. Que sur le terrain d'opération, nous puissions nous battre, mais qu'en même temps, on multiplie les initiatives de paix avec le Rwanda. Mais on reconnaît toujours que c'est le Rwanda qui nous agresse. On est allé même à Washington avec eux pour un accord. Mais pourquoi avons-nous signé un accord avec le Rwanda alors que nous savions que c'est le même
pays voisins qui nous agressaient. Monsieur Et ceci n'est pas contradictoire. Monsieur... La démarche n'est-elle pas un peu contradictoire Il n'y a pas de contradiction. Et même incohérente? Il n'y a pas de contradiction. Mais entre la Russie et l'Ukraine, ils se battent, non? Mais en même temps, il y a des émissaires tout le week-end qui se rencontrent pour explorer de voies jusqu'à hypothéquer sa souveraineté. On a hypothéqué quelle souveraineté? Concrètement. Parce que quand on fait des affirmations, il faut être à mesure de les démontrer par de faits probants et évidents. Je ne suis pas en débat malheureusement avec vous, je sais les faire. C'est pas un débat. En maintenant l'accord d'entériner en date du 4 décembre 2025. Je me résume en disant, il n'y a pas du tout de contradiction, que nous puissions en même temps nous battre, mais en même temps explorer de voies pour avoir des instruments diplomatiques pour amener la paix. Il n'y a pas du tout de contradiction. Merci beaucoup. On va chuter avec les tout derniers sujets. Il y a Maître Enoch Manoka qui sourit un peu. Alors, les dialogues dans ces contextes, est-il irréversible? S'impose comme l'un des moyens pour recouvrer la paix sur l'ensemble du territoire, pas que dans l'est du pays, à Goma ou Vira. Surtout qu'il faut rappeler que cette insécurité a un coût sur l'économie nationale. Ça fait 1 an, jour pour jour, depuis que l'AFC M23, soutenu par les troupes rwandaises, s'est emparé de la ville de Goma, voulais-je bien dire, le 26 janvier 2025, 6 jours après la prestation des serments du chef de l'État. Aujourd'hui, les dialogues, est-il les bienvenus? Les préalables, seraient lesquels? Merci de la question, M. Gédéon. Je pense que je reviens d'abord sur certains aspects évoqués par le co-débatteur. Faites-le rapidement. Je pense qu'on avait prédit tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Ceux qui ont la lecture géopolitique. Voilà la première erreur qu'ils ont commise. Au départ, les narratifs qui étaient celui de nos dirigeants étaient que nous n'allons pas discuter avec les pantins, nous discuterons avec leur parrain, qui est le Rwanda. Mais voilà l'erreur géopolitique qui a été commise par eux. C'est-à-dire que vous avez le Rwanda qui nous agresse par l'entremise d'un groupe rebelle, qui est la FC M23. Vous avez la République démocratique du Congo. Ce qui sous-entend dire par ailleurs qui discuter avec les parrains d'un groupe rebelle, c'est discuter par ricochet avec ces groupes rebelles-là. Parce que le groupe rebelle reçoit les ordres de son parrain. Mais eux ont commis l'erreur de créer trois protagonistes dans ces conflits. Ils discutent avec le Rwanda, République démocratique du Congo, Rwanda. Ils discutent à dos avec les groupes rebelles AFC M23. Donc, sur le plan de la géopolitique et de la stratégie diplomatique, vous avez coupé les cordons ombilicaux qui réunissaient le groupe rebelle AFC avec les Rwandais en créant on en a établi la responsabilité. Voilà. Donc c'est déjà à ce niveau-là que le cordon ombilical diplomatique a été coupé. Parce que là, vous ne discutez pas avec eux comme étant sous l'égide du Rwanda, parce que vous avez signé un accord avec les Rwandais, mais vous discutez avec eux comme une partie autre que comme le Rwanda. Un groupe rebelle à part entière. Exactement. Ça, maintenant, c'était une erreur. Et vous avez rendu l'FCM 23 indépendant du Rwanda en acceptant de discuter avec eux comme une autre partie au conflit. Alors qu'au départ, vous avez dit qu'ils étaient de pantins du Rwanda. Donc, discuter avec les Rwandais devait sous-entendre que les Rwandais donnent l'ordre à l'AFC M23 de cesser les hostilités à l'est du pays. C'est ça la mathématique géopolitique. Donc, aujourd'hui, ils se trouvent maintenant devant une responsabilité en disant que non, le Rwanda a levé les masques. Non! Discuter maintenant avec l'AFC à Doha, fait de l'AFC une autre partie au conflit. Et comment de jouer, de jouer alors ce piège qui semble nous être étendu? Reconnaître qu'on a commis une erreur géopolitique avec l'accord de Washington qui ne va absolument pas rapporter la paix. Connaissons la mauvaise foi du Rwanda, de 1. 2. Il faut commencer par ces exactement, c'est-à-dire que quand je dis que c'est départagé, je n'ai pas dit que non, il faut rompre avec l'accord parce qu'il y a un mécanisme des ruptures de l'accord qui est prévu dans cet accord-là. Je ne suis pas dans cette logique-là. C'est-à-dire que vous savez que vous avez dans l'accord, on parle de préavis. Exactement, préavis de rupture. Voilà. Je sais qu'il y aura plusieurs délais à suivre, tout ça. La stratégie, elle est simple. Il faut que nos autorités mettent en tête que signer l'accord de Washington n'est même pas fin aux hostilités. C'est déjà l'évidence qu'ils doivent avoir en tête. Parce que nous avons l'impression que dans leur narratif, l'accord de Washington est un élément qui met fin à la guerre. Non. Ils doivent reconnaître. Il faut travailler sur le moyen de dissuasion. Voilà. On sait qu'on a signé l'accord, mais on fait la guerre. De 1. De 2. Parce que la guerre n'exclut pas la négociation. La guerre n'exclut pas les dialogues.
commencer par discuter avec ces belligérants-là. Parce qu'il y a des stratégies militaires que la discussion avec une partie en conflit de guerre est un mécanisme également qui peut mettre fin à une guerre. C'est également une stratégie militaire, s'il faut le dire en d'autres termes. C'est-à-dire discuter avec l'ennemi peut vous permettre également non seulement de gagner du temps, mais de requinquer également votre armée pour faire la guerre. Parce qu'aujourd'hui, on peut commencer une discussion qui est en train de cesser le fait. Dans l'entretemps, notre pays est en train de préparer des stratégies pour se préparer à une éventuelle guerre dans 2-3 mois. Ce qui fait que si on ne parvient pas à trouver de solutions sur la table de négociation, on fait la guerre. Maintenant, le mal avec eux, maintenant, ils veulent faire de l'accord de Washington comme une sorte de bombe atomique qui viendra mettre fin définitivement à la guerre, alors que ce n'est pas ça. Et l'accord et le dialogue annoncé en février prochain, ouais. Si tout était réuni, les préalables sur lesquels nous devons tabler seraient lesquels en une minute rapidement. Merci beaucoup pour la question. Moi, j'aborde une autre approche aujourd'hui. Je ne pouvais pas le dire ici à la télé. Je veux que les acteurs politiques du Congo, nos dirigeants, prennent les dialogues comme étant un instrument de stratégie militaire et non un instrument de stratégie politique. Parce que s'ils prennent les dialogues dans une logique de discuter avec Nanga, pour que certains acteurs politiques soient lavés et qu'ils puissent intégrer nos institutions, ça ne va pas mettre fin à cette guerre. Mais s'ils prennent les dialogues comme stratégie militaire, de gagner du temps pour pouvoir requinquer l'armée, d'obtenir certaines résolutions qui pourront être à l'avantage du pays, mais qui ne vont pas nous contraindre à ne pas prendre les armes, ça sera bon. Parce que moi, je pense aujourd'hui que les formats de ces dialogues risquent de nous faire revenir aux erreurs du passé. Qui consiste à quoi? À ramener les belligérants sur la table des négociations, discuter sur une éventuelle mise en fin d'une guerre, et que par après, ces belligérants-là deviendront des dirigeants dans nos institutions. Alors que nous avons un constat amer. 90% des acteurs politiques actuels de ce pays ont dans une certaine mesure flirté avec des rebelles ou des rébellions. Il y a de ceux qui étaient des porte-parole, il y a de ceux qui étaient, je ne parle pas que de ceux qui sont au pouvoir, même ceux de l'opposition. Il y a de ceux qui étaient avec le rebelle, mais aujourd'hui qui ont occupé des grandes fonctions dans nos pays. Alors ça donne une impression mauvaise dans l'intellect du Congolais. Les jeunes acteurs politiques du Congo ont l'impression aujourd'hui que faire la rébellion est un canal par lequel on peut devenir facilement député-ministre. Donc il faut maintenant mettre fin à cette hémorragie-là. Faire un dialogue comme stratégie militaire et non comme stratégie politique. Si on ramenait ces belligérants dans nos institutions, après 5 ans, il y aura rébellion. C'est une évidence. Parce que ceux qui font la rébellion là... Il faut se donner le moyen de cet objectif. Exactement. Et travailler sur la durée. Ceux qui font la rébellion là, hier étaient dans la rébellion. Ils ont été ramenés au pouvoir par l'entremise des dialogues. Mais cela ne les a pas empêchés de revenir encore dans une rébellion. Et combien de temps nous pouvons nous donner? Moi, je pense que les problèmes, même si on fait une année, le plus important pour nous, c'est que tant que nous sommes dans notre stratégie de pouvoir mettre fin à la guerre, par l'entremise d'un dialogue comme instrument de stratégie militaire, ça ne posera pas un problème. Mais le mal ici, c'est que, ceux qui sont au pouvoir ont une conception de prendre le dialogue comme une stratégie politique. C'est-à-dire faire, par exemple, taire certaines paroles, non. 2, ils pensent qu'on peut gagner du temps en dialoguant peut-être après. Non. C'est ça le problème. Merci. Donc prenez les dialogues comme stratégie militaire, ça pourra nous permettre de mettre fin à cette guerre. Merci. Voilà, ensuite avec vous, Héritier Koto. Quel est votre choix entre dialogue et élection? Le dialogue n'exclut pas les élections. Vous préférez quoi? Oui, merci. Et s'il faut dialoguer, les préalables seraient lesquels? Rapidement, en 3 minutes, on va chuter. Je suis heureux de constater que mon co-débatteur a une maîtrise quasi parfaite de l'accord. Mais pour des raisons pédagogiques, je pensais qu'il avait le texte en face de lui pour essayer de soutenir son argumentaire. Parce qu'il fallait quand même respecter l'orthodoxie de la pensée et de la réflexion. Mais je le vois parler de l'accord sans qu'il ne nous présente le texte en présence. Alors là, je me demande s'il est en train de parler de la philosophie ou effectivement il parle de l'accord. Je parle de l'accord, mon frère. Je lui épargne de tout ça. Et puis, il faut comprendre qu'il existe des négociations dilatoires. Voyez-vous, en relation internationale. Donc ça, c'est ésotérique. Voyez-vous. Deuxième chose, lorsque cet accord a été signé à Washington, le Front anti-dialogue avait, au lendemain de la signature, dit exactement ceci. Je cite, « La signature de cet accord n'est pas une garantie automatique de paix. » Fin de citation. Ça veut dire qu'on était modéré, mesuré,
circonspect, on était prudent. On ne s'est pas tout de suite plongé dans cette hystérie collective pour dire c'est la fin de l'histoire. Vous n'étiez pas dans l'euphorie comme ceux-là qu'on a vu aller accueillir le chef de l'État au lendemain de l'entérinement de l'accord. Il faut respecter. On est en démocratie. La démocratie, c'est la dialectique. C'est la thèse, l'antithèse, la synthèse. C'est la diversité d'opinion. Ça ne doit pas vous pousser pour autant à l'euphorie quand même. C'est la diversité d'opinion. Ça comprendre, avoir la maîtrise parfaite. S'il y a des compatriotes qui estiment qu'ils doivent jubiler au lendemain de cet accord, on ne va pas leur jeter des anathèmes pour ça. Non. C'est de leur droit, c'est démocratique. C'est ça la démocratie. Ou alors nous voulons de la démocratie, ou alors nous voulons de la démocrature. C'est deux choses l'une. Qu'est-ce que nous voulons finalement? La démocratie ou la démocrature? Maintenant, sur le dialogue. Mais quel est d'abord le contenu du dialogue? Les termes de référence. Avec tous ces aveux qui ont été faits par Paul Kagame. Le dialogue ne sert plus à rien. Mais le dialogue a été vanté par des politiciens, de l'opposition notamment, comme étant la panacée. Comme étant la thérapie appropriée. Pas la panacée, un des moyens pour parvenir à cette paix. Parce qu'il partait du postulat que le M23 était un mouvement congolo-congolais. Mais avec le repenti tardif de Paul Kagame, peut-on aujourd'hui présenter le M23 comme un mouvement congolo-congolais? Est-ce que le dialogue ne nous permettrait pas à ce moment-là d'établir les responsabilités, l'implication du Rwanda et le pourquoi de Congolais des services qui sont congolais mais qui sont à la solde malheureusement du Rwanda? Monsieur Gédéon, bis repetita, c'est un éternel recommencement. Cette constitution est le fruit du dialogue, non? Et on avait vanté à l'époque les belligérants pour dire qu'ils ont fait la paix de braves. Mais c'est en 2006 que Nkunda Batouare va prendre les armes. En 2006, en créant le CNDP. Et c'est en 2009 que son mouvement s'est intensifié près de Goma. Voyez-vous, ça veut dire que ce que les Congolais doivent comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce pays a besoin de vrais patriotes. Nous devons, plus que jamais, restituer la République aux citoyens. Est-ce que on a fait de ce pays une priorité, au dialogue, s'il vous plaît, nous poser les bonnes questions et surtout respecter les résolutions qui sortiront de ces dialogues et surtout les implémenter. Monsieur Gédéon, le dialogue, on ne le dira jamais assez, est une stratégie, en fait, le dialogue présenté à la congolaise, le dialogue réclamé à corps et à cri à la congolaise, est une stratégie statocide. Elle tue l'État. Une stratégie qui tue l'État parce que ça va déboucher sur le mixage, sur les brassages. Les Congolais vous diront, mon co-débatteur en premier viendra ici vociférer pour dire nous n'avons pas d'armée, on a une armée infiltrée. Mais l'armée est infiltrée du fait de quoi? Du fait du brassage, du fait du mixage. Mais l'accord de Washington prévoit le brassage et le mixage. Je prends un exemple simple. L'accord de Washington prévoit l'intégration. Mais c'est une sorte de brassage. Pas du tout. Vous voyez que vous ne parlez pas le même langage. C'est une sorte de brassage. Non, pas du tout. L'intégration, brassage, c'est pas la même chose. Ceci confirme qu'il n'a pas lu l'accord. Je l'ai vu philosopher, aller dans tous les sens. Voyez-vous. Et donc aujourd'hui, si on doit intégrer Sultani Makenga, le chef rebelle du M23. C'est avec quel grade? Parce que déjà en 2012, il était colonel. Il est hors de question. Mais on n'a pas compris comment, de 2012 en 2025, le monsieur qui était principalement recroquevillé dans les forêts du Kivu est devenu général-major. Comment est-il devenu général-major? Et ce sont des individus comme ça, sans aucune formation militaire, la solution qui sont déversés. La solution pour vous? La solution face à quoi? Face à la situation que nous vivons dans l'Est du pays. Il faut une résistance populaire, il faut une résistance nationale. Non. Il faut, un pays ne risque d'envoyer la chair à canon. S'il vous plaît, il faut populariser la guerre. Il faut faire comprendre aux Congolais. Comment on popularise la guerre? Ne restez pas dans les concepts, dans les théories que vous-même vous fustigez. Comment on peut populariser la guerre pratiquement, concrètement? Comment on peut mettre fin à ces situations? C'est en mobilisant le peuple. Vous savez, Mouzé avait... C'est évasif. S'il vous plaît, c'est pas évasif. Je reste dans le concret. Mouzé a expliqué les enjeux de la guerre à l'époque, lorsqu'il faisait face aux Rwandais. C'était dans le même contexte. Tout de suite, les Congolais, les Kinois, notamment ceux de Tchangou, ont intériorisé l'appel de Mouzé. Ils ont mis à nu le Rwandais ici à Tchangou. Et Mouzé, en récompense à cet héroïsme des Congolais, leur a construit le marché de liberté. Il faut expliquer à notre peuple. Il faut prendre la vidéo de Paul Kagame où il réclame nos terres, la placer dans tous les ronds-points du Congo
pour que les Congolais comprennent que ce monsieur veut nos terres. Ça veut dire que tous les mouvements, entre guillemets, rebelles qui existent n'en sont pas un. Ce sont des chevals de Troie pour infiltrer le Congo. Les populations civiles qui iront combattre en lieu et place d'opérationnaliser l'armée. C'est ça la théorie que vous nous amenez sur cette table. Monsieur Gédéon, la guerre, avant d'être l'affaire de militaires, c'est d'abord l'affaire d'un peuple. Merci. Un peuple debout qui est déterminé à défendre sa terre. Merci. Voilà. Mais surtout aussi, le pouvoir doit un peu mettre la balle à terre, l'unifier, la tension, surtout l'intolérance. En quoi faisant? Dans l'intolérance dans le champ politique. Non, mais il y a notre compatriote qui a été victime. Monsieur Gédéon, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il pourrait faire concrètement, vous qui êtes juriste, pour, par exemple, répondre à ces pourfendeurs? Pourrait-il engager une action judiciaire? Je pense que s'il est établi qu'il y a un lien entre ceux qui l'ont agressé et la République démocratique du Congo. Un lien, c'est-à-dire les identifier. Exactement, identifier que ces personnes ont été réellement envoyées par les institutions de ces pays pour aller agresser cette Kikouni. Non, je ne parle pas des institutions. Exactement. Il peut s'agir de personnes mal intentionnées qui n'ont pas été envoyées forcément par le pouvoir. Il peut aller rester en justice contre la République démocratique du Congo. Mais s'ils estiment ou s'il est avéré que non, ce sont des personnes qui ont agi mutu proprio contre cette Kikouni. Il a tout le droit possible de saisir les instances judiciaires de la Belgique contre ces personnes-là. Je pense qu'au moment du procès, c'est au juge de pouvoir, au vu de l'enquête, au vu de l'instruction, déterminer la responsabilité des uns. Mais ils sont facilement identifiables. Ils sont facilement identifiables, oui. Mais le problème, c'est qu'on aura plus de précisions après enquête, après instruction, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut déterminer les champs de responsabilité. Peut-être que vous avez vu que 2 personnes, mais peut-être qu'ils étaient au nombre de 30, 20, et on ne sait pas les rôles joués par X, Y, Z par rapport à cette agression-là. Vous voyez, c'est ça qu'on est allé jusqu'au bout du bout. Exactement. Ça, c'est l'incliment d'intolérance. C'est un environnement hostile à la démocratie. Parce qu'à un moment, on s'est dit aujourd'hui que la République démocratique du Congo devient un territoire à la recherche d'un État. Parce que quand on est un État, on respecte le loi. Et l'intolérance est un terreau fertile pour tout ce que nous décrions ici. Oui, mais la question, c'est celle de savoir pourquoi ce compatriote a-t-il pris la poudre d'escampette pour se retrouver à Bruxelles? De quoi se reproche-t-il? Question directe à cette Kikouni. Ouais. De quoi se reproche-t-il? Ça, c'est une autre question, je pense. On a pris tout d'un coup que finalement, il a pris le large et il se retrouve à Bruxelles. Maintenant, s'il advient qu'il a été agressé, la Belgique sera un État de droit qui mène des enquêtes, qui mette la main sur ses agresseurs, qu'ils soient jugés, s'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés, s'ils ne sont pas coupables, qu'ils soient libérés. C'est aussi simple que ça. Mais la démocratie, c'est la force des arguments. Ce ne sont pas les arguments de la force. Je pense que nous devons rester sur cet héritage. Et l'argument de la force, il faut le mentionner, c'est dans tout le camp. Hein? C'est pas seulement l'opposition. Hein. Le pouvoir peut aussi tomber dans cette tentation. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le contraire. Alors, c'est comme ça qu'on dit l'unifier un peu. Et c'est ce que je dis. Décrisper les climats politiques. C'est important. On est arrivé à la fin. Merci à vous. Ça, c'est un langage très politicien. D'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Enoch Manoka. Nous vous retrouvons avec la mélodie de plaisir pour un prochain numéro sur votre chaîne. Politicon TV revient un peu plus prochainement. Restez-nous fidèles, commentez, activez la cloche de notification. Surtout, partagez notre contenu pour que l'algorithme YouTube permette de bien nous référencer. Merci et à tout à l'heure, mesdames.